Je m'appelle Marc Lefebvre. J'ai 44 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout compris à la vie. Je suis consultant senior et copropriétaire de Lefebvre Mercier Associés, un cabinet de conseil en stratégie que j'ai bâti de toutes pièces avec mon ami d'école de commerce, Julien Mercier. Nous nous sommes rencontrés en première année à HEC Paris, sommes devenus inséparables, et après l'obtention de notre diplôme, nous avons décidé de nous lancer en affaires ensemble pendant 20 ans. Nous avons aidé des entreprises de taille moyenne à optimiser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à maximiser leur efficacité. Les affaires ont été généreuses avec nous, vraiment. Nous avons des bureaux à Paris et à Lyon, 15 consultants à plein temps et un portefeuille de clients qui ressemble au bottin de l'industrie française. J'ai rencontré Hélène lors d'un gala de charité il y a 23 ans. Elle travaillait comme comptable pour une association, vive d'esprit, belle d'une manière qui n'avait pas besoin de s'exposer. Elle avait cette confiance tranquille qui m'a attiré. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant que je ne demande sa main, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie en Provence, et 3 ans plus tard, notre fils Lucas est né. Quand il a eu 2 ans, Hélène a rejoint notre cabinet en tant que directrice financière. C'était logique à l'époque. Elle maîtrisait les chiffres. Je lui faisais une confiance absolue. Et le fait qu'elle gère les comptes signifiait une préoccupation de moins pour moi. Julien pensait aussi que c'était une excellente idée. Gardons ça en famille, disait-il en me tapant sur l'épaule. Lucas vient de commencer sa première année à l'EM Lyon, en école de management. Un gamin brillant, la tête sur les épaules. Nous avions épargné pendant des années pour nous assurer qu'il ne termine pas ses études criblées de dettes. Tout semblait s'emboîter parfaitement. Il y a 3 semaines, je suis rentré plus tôt que prévu. Nous venions de signer un contrat massif avec un client industriel près de Bordeaux, et mon associé Julien a suggéré que nous arrêtions plus tôt pour aller prendre un verre afin de fêter ça. Je lui ai dit que je passais mon tour, je voulais surprendre Hélène à la maison, peut-être l'emmener dîner. Je me suis arrêté chez un bijoutier de la place Vendôme en chemin, quelque chose que je planifiais depuis des mois. Glissé dans la poche de ma veste se trouvait un petit écrin en velours. À l'intérieur, il y avait une bague en saphir faite sur mesure, un cadeau d'anniversaire de mariage. Pas n'importe quelle bague, pourtant. Elle appartenait à ma grand-mère, remontée sur une nouvelle monture avec une gravure personnalisée. 22 ans de vie commune méritaient quelque chose de significatif. La maison était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieuse. La voiture d'Hélène était dans l'allée, mais je n'entendais ni musique ni télévision. J'ai posé ma mallette près de la porte, retiré mes chaussures et j'ai appelé son nom. Rien. Puis, je l'ai entendu. Des bruits étouffés venant de l'étage. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être en ligne pour le travail, sa voix était basse et pressante. Mais alors que je montais les escaliers, les sons sont devenus plus clairs. Des rires, une respiration lourde, le rythme incomparable de quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je suis resté devant la porte de notre chambre pendant ce qui m'a semblé une éternité, la main flottant au-dessus de la poignée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, redescendre ces escaliers et prétendre que je n'étais jamais rentré plus tôt, mais je ne pouvais pas. J'ai poussé la porte. Hélène était dans notre lit, enlacée avec quelqu'un que je ne connaissais que trop bien. Julien Mercier, mon associé, mon meilleur ami depuis plus de 20 ans. L'homme qui avait été mon témoin à notre mariage, l'homme qui était le parrain de Lucas. Ils se sont tous les deux figés. Julien s'est précipité pour ramasser ses vêtements, bafouillant quelque chose d'incohérent. Hélène me fixait simplement, non pas avec honte ou culpabilité, mais avec agacement, comme si je l'avais interrompue en pleine séance de yoga au lieu de détruire les fondations de toute notre vie commune. « Marc » a-t-elle dit d'un ton plat en remontant le drap. « Tu es rentré tôt. » Je ne pouvais pas parler. Ma gorge me semblait se nouer. Je suis resté là à les fixer, l'écrin de velours toujours dans ma poche, pesant plus lourd qu'il ne le devrait. Ce n'était qu'une fois. Passe à autre chose, a lancé Hélène, sa voix froide et dédaigneuse. Julien a fini par retrouver sa voix. Mec, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tais-toi, Julien, l'a-t-elle coupé. Puis elle m'a regardé à nouveau. Et ce qu'elle a dit ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a souri, a ricané même, et a dit, de toute façon, il est meilleur au lit. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement hoché la tête,
j'ai fait demi-tour et je suis sorti. Je ne me souviens pas être monté dans ma voiture. À un moment, j'étais sur le pas de cette porte, l'instant d'après, j'étais derrière le volant, serrant le volant si fort que mes articulations étaient blanches. L'écrin de velours était toujours dans la poche de ma veste, appuyant contre mes côtes comme un couteau. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Les rues de Paris défilaient dans un flou. Les feux rouges, les vitrines, les autres voitures, tout cela n'avait aucun sens. Mon esprit ne cessait de rejouer la scène en boucle. Le visage d'Hélène, ce ricanement, la froideur dans sa voix. Julien se débattant avec son pantalon comme un adolescent surpris par ses parents. 22 ans. 22 ans de mariage, à construire une vie ensemble, à lui confier tout ce que j'avais. Et elle l'avait jeté comme si ce n'était rien. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans le porte-gobelet. J'ai jeté un coup d'œil. Hélène, puis Julien, puis Hélène à nouveau. Je les ai tous ignorés. Que pourrait-il bien dire qui améliorerait la situation? Que c'était une erreur? Qu'ils étaient désolés? Hélène avait déjà été claire, elle n'était pas désolée. Elle était agacée que je les ai attrapés. Je me suis garé sur le parking d'un centre commercial et je suis resté là, le moteur tournant, à fixer le vide. Une femme est passée avec une poussette. Un couple est sorti d'un restaurant en riant. Des gens normaux menant des vies normales, ignorant que le monde entier de quelqu'un venait de s'effondrer à quelques mètres d'eux. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un SMS. Je me suis dit de ne pas regarder, mais je l'ai fait quand même. C'était d'Hélène. Nous devons parler. Reviens à la maison. J'ai failli rire. Reviens à la maison. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si c'était moi qui devais m'expliquer. Puis un autre message est arrivé, de Julien cette fois. Mec, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Appelle-moi. J'ai supprimé les 2 messages sans répondre. Finalement, j'ai repris la route. Je n'avais pas de destination précise jusqu'à ce que je me retrouve devant le petit appartement de Stéphane dans le 11e arrondissement. On se connaissait depuis le lycée. On était restés proches même si la vie nous avait emmenés dans des directions différentes. Il était l'une des rares personnes en qui je pouvais avoir confiance. L'une des rares personnes qui ne me jugerait pas ou n'essaierait pas de tout arranger avant que je ne sois prêt. J'ai frappé à la porte. Stéphane a ouvert, a jeté un seul regard à mon visage et s'est effacé sans un mot. C'est ça, les vrais amis. Ils savent quand parler et quand vous laisser simplement exister. La chambre d'amis est prête, a dit Stéphane doucement en se dirigeant vers la cuisine. Je te prends une bière. Je suis allé dans la chambre d'amis et je me suis assis sur le bord du lit. La pièce était simple, propre, rien à voir avec la chambre principale que j'avais partagée avec Hélène pendant plus de 2 décennies. J'ai sorti l'écrin de velours de ma veste et je l'ai posé sur la table de chevet. Le saphir accrochait la lumière de la fenêtre, scintillant comme s'il ne savait pas qu'il était sur le point de devenir le rappel le plus coûteux de ma stupidité. Stéphane est entré avec 2 bières, m'en a tendu une et s'est assis sur la chaise en face de moi. Tu n'es pas obligé d'en parler, a-t-il dit. Elle était avec Julien, ai-je répondu, ma voix sortant plate et lointaine comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Dans notre lit. Stéphane n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, a pris une longue gorgée de sa bière et est resté là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond, rejouant chaque moment, chaque signe que j'avais manqué, chaque mensonge auquel j'avais cru. Au matin, l'engourdissement avait commencé à se durcir en quelque chose d'autre. Pas de la rage, pas encore. Juste une certitude froide et claire que tout était sur le point de changer. La lumière du matin passait à travers les stores, mais j'étais déjà réveillé depuis des heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 6 heures du matin. Hélène, Julien, Hélène encore. J'ai laissé chaque appel tomber sur la messagerie vocale. Quoi qu'ils aient à dire, je ne voulais pas l'entendre. Pas encore. Peut-être jamais. Vers 8 heures, je me suis enfin levé, j'ai pris une douche et j'ai emprunté une chemise propre à Stéphane. Il était déjà dans la cuisine en train de faire du café quand je suis descendu. Tu as dormi un peu, a demandé Stéphane en me tendant un mug. Pas vraiment, ai-je dit en prenant une longue gorgée. Le café était fort, amer, exactement ce dont j'avais besoin.
Il a hoché la tête, n'a pas insisté. C'est ce que j'appréciais chez lui. Il savait quand laisser de l'espace et quand simplement être présent sans remplir la pièce de paroles inutiles. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai sorti mon ordinateur portable. Si Hélène et Julien pensaient que j'allais m'effondrer, ils se trompaient. J'avais passé 2 décennies à bâtir une entreprise, à gérer des crises, à résoudre des problèmes qui semblaient impossibles. Ce n'était qu'un problème de plus. Un problème dévastateur, certes, mais solvable. Et j'avais appris il y a longtemps que la meilleure façon de gérer une crise était de passer à l'action. De contrôler ce que l'on pouvait contrôler. Première chose, l'argent. Je me suis connecté à notre compte joint, celui qu'Hélène et moi partagions depuis des années. Mon nom était le titulaire principal. J'avais configuré les choses ainsi quand nous nous étions mariés car je gérais toutes les finances. J'ai transféré la moitié du solde, environ 43 000 €, vers un compte séparé que j'avais ouvert en ligne ce matin-là. Un compte auquel elle n'avait aucun accès. L'autre moitié pouvait rester pour l'instant. Je n'essayais pas de la laisser démunie. Je me protégeais simplement. Ensuite, j'ai changé les mots de passe de chaque compte auquel je pouvais penser. Compte bancaire, carte de crédit, portefeuille d'investissement, tout. Chaque fois que je cliquais sur le bouton de confirmation, j'avais l'impression de couper un autre fil qui nous liait. Ensuite, j'ai appelé le propriétaire. Le bail de notre maison était à mon nom seul. Hélène avait un mauvais dossier de crédit quand nous nous sommes installés ensemble il y a des années, à cause de dettes d'études jamais résolues. J'avais donc géré toute la paperasse. J'ai expliqué la situation brièvement, professionnellement, sans émotion. Il a été compréhensif. Il m'a dit qu'il y aurait des frais pour résiliation anticipée, environ 2 mois de loyer. J'ai payé sur le champ par téléphone avec ma carte. Terminé. Puis vinrent les charges, électricité, eau, gaz, internet, tout était à mon nom. J'ai appelé chaque fournisseur, passé par les serveurs vocaux, et j'ai programmé les coupures pour la fin de la semaine. Si Hélène voulait garder la lumière, elle n'avait qu'à s'en occuper elle-même. Elle avait un travail, elle avait accès à de l'argent, elle s'en sortirait. Je suis passé aux cartes de crédit. Hélène était utilisatrice autorisée sur 2 de mes cartes. J'ai appelé les 2 banques et je les fais retirer des comptes. Elle les utilisait depuis des mois pour les courses, le shopping, les journées au spa, les cours de yoga, probablement aussi des cadeaux pour Julien. C'était fini aujourd'hui. J'ai vérifié les transactions récentes pendant que j'étais au téléphone avec les banques. Des frais d'hôtel à Paris à des dates où j'étais en déplacement. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Un achat de bijoux il y a 3 semaines. J'avais la nausée. À midi, j'avais rompu tous les liens financiers auxquels je pouvais penser. Chaque clic, chaque appel, chaque email de confirmation me donnait l'impression de retirer une couche de peau morte. Je n'étais pas mesquin, j'étais intelligent. Elle m'avait trahi, avait détruit notre mariage, et maintenant elle allait devoir faire face aux conséquences de ses choix. Je lui avais donné 22 ans de ma vie, ma confiance, ma loyauté. Elle m'avait donné des mensonges. Stéphane m'observait travailler depuis l'autre bout de la pièce, sirotant son café. « Tu gères ça mieux que je ne le ferais » a-t-il dit doucement. « Je ne gère pas » ai-je répondu en fermant mon ordinateur et en me frottant les yeux. Je survis. Il y a une différence. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était un message de Lucas, mon fils. « Papa, t'es où ?» Maman panique. « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle dit que t'es parti et que tu ne réponds pas à ses appels. Ma poitrine s'est serrée. Lucas ne savait pas encore. Il était encore à la fac à Lyon, probablement concentré sur ses cours et ses matchs de rugby, vivant sa vie de jeune de 18 ans. Je ne voulais pas le traîner dans ce pétrin, pas encore. Mais je n'allais pas non plus lui mentir. J'ai répondu, je vais bien. Je reste chez l'oncle Stéphane pour quelques jours. Je t'appelle bientôt. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur tes cours. Il a répondu immédiatement. Maman a dit que vous vous étiez disputés. Elle est vraiment bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disputé. C'est ce qu'elle lui avait dit. Comme s'il s'agissait d'une petite dispute sur le lave-vaisselle mal rempli ou les poubelles oubliées. Quelque chose qui passerait en quelques jours. J'ai fixé mon téléphone,
essayant de trouver quoi dire. Comment dire à son fils que sa mère a détruit sa famille? Qu'elle couchait avec son parrain? Que les personnes en qui il avait le plus confiance au monde avaient tout trahi? Avant que je ne puisse répondre, un autre message est arrivé, d'Hélène cette fois. Tu dois rentrer. On peut arranger ça. Ne sois pas dramatique. Tu surréagis. Dramatique? Ce mot a fait bouillir mon sang. Je l'avais surprise au lit avec mon meilleur ami, avec mon associé, avec l'homme qui s'était tenu à mes côtés lors de notre mariage et avait promis de soutenir notre union. Et elle pensait que j'étais dramatique. Elle pensait que je surréagissais. Un autre SMS a suivi. Pense à Lucas. Pense à notre famille. Ne jette pas tout ce qu'on a construit pour une seule erreur. Une seule erreur. Elle utilisait cette expression comme si cela l'absolvait de tout. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Je ne pouvais pas gérer ça maintenant. J'avais besoin de réfléchir clairement, de planifier mes prochains mouvements sans sa voix dans ma tête. Je dois retourner à la maison, ai-je dit à Stéphane. Prendre mes affaires avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide comme changer les serrures ou jeter mes vêtements. Stéphane a hoché la tête en posant son mug. Tu veux que je vienne avec toi? Ouais, ai-je dit. Je pense que oui. Je ne me fais pas confiance pour rester calme si elle est là. Stéphane a pris ses clés. On y va alors. Nous avons roulé vers la maison en silence. Stéphane n'a pas essayé de combler le vide avec des platitudes inutiles ou des conseils. Il a juste conduit, jetant parfois un coup d'œil vers moi pour s'assurer que je tenais le coup. Je tenais à peine. Mes mains étaient serrées sur mes genoux, ma mâchoire contractée, mon esprit passant en revue tout ce que je devais emporter, tout ce que je devais protéger. Quand nous sommes arrivés, la voiture d'Hélène n'était pas là. Tant mieux. Je n'étais pas prêt à l'affronter, et je ne me faisais pas confiance pour ne pas dire quelque chose que je regretterais, ou pire, pour ne pas m'effondrer complètement. Stéphane s'est garé dans la rue et nous sommes montés ensemble vers la porte d'entrée. J'avais toujours ma clé. Elle a glissé dans la serrure comme toujours, a tourné sans résistance et la porte s'est ouverte facilement. Tout semblait identique. Les meubles que nous avions choisis ensemble dans ce magasin hors de prix du quartier chic. Les photos sur les murs, instantanées d'une vie qui n'existait plus. Notre photo de mariage était accrochée au-dessus de la cheminée. Nous sourions tous les deux comme si nous le pensions, comme si nous croyions au pour toujours. Je suis passé devant sans trop regarder. Je ne pouvais pas le supporter maintenant. Je serai rapide, ai-je dit à Stéphane, ma voix sonnant creux même à mes propres oreilles. J'ai juste besoin de mes vêtements, de mon ordi, de quelques documents. Stéphane a hoché la tête et est resté près de la porte, faisant le guet au cas où Hélène reviendrait. Prends ton temps. Je surveille. Je suis monté à la chambre. Le lit était fait, les draps changés, les oreillers gonflés comme si elle essayait d'effacer ce qui s'était passé. Comme si changer les draps pouvait d'une manière ou d'une autre purifier le souvenir de ce que j'avais vu. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé à sortir des vêtements, les fourrant dans un sac de voyage trouvé sur l'étagère du haut. Chemise, pantalon, chaussures, tout ce dont j'aurais besoin pour les prochaines semaines pendant que je cherchais où j'allais vivre. J'ai pris mon ordinateur portable sur le bureau dans le coin, celui que j'utilisais quand je ramenais du travail. J'ai débranché le chargeur, j'ai tout jeté dans un carton trouvé dans le garage. Puis je suis allé à mon classeur et j'ai sorti les documents importants, actes de naissance, passeport, déclaration d'impôt, contrats commerciaux, tout ce dont je pourrais avoir besoin si ça tournait mal, et ça allait tourner mal, j'en étais sûr. Puis je suis allé au placard où j'avais caché la bague. La boîte était toujours là, poussée tout au fond sous mes manteaux d'hiver, exactement là où je l'avais laissée il y a des mois. Je l'ai sortie et je l'ai ouverte, sachant déjà ce que j'allais trouver, mais espérant d'une manière ou d'une autre avoir tort. Vide. Mon estomac s'est noué. J'ai fouillé tout le placard, vérifiant chaque boîte, chaque tiroir, chaque étagère, chaque poche de chaque manteau. Rien. La bague n'était plus là. La bague de ma grand-mère. Celle qu'elle avait portée pendant 50 ans. Celle qu'elle m'avait remise sur son lit de mort, les larmes aux yeux, en me disant de la donner à quelqu'un qui le méritait. Quelqu'un qui la chérirait comme mon grand-père l'avait chérie. Puis je l'ai vue. Un reçu glissé dans un coin du placard, à moitié caché sous une paire de ses chaussures de course.
Je l'ai ramassé et j'ai lu. Mes mains ont commencé à trembler. Un établissement de prêt sur gage. Une bague saphir, monture platine, pièce ancienne. 450 €. 450 €. Voilà ce que la bague de ma grand-mère valait pour elle. Voilà ce que 22 ans de mariage valaient. Voilà ce que mon amour, ma confiance, ma loyauté valaient, 450 € et quelques après-midi au lit avec mon meilleur ami. Je suis resté là un long moment, fixant le reçu, sentant quelque chose en moi se durcir encore plus. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de la cruauté. Elle avait pris tout ce que j'estimais, tout ce qui m'était cher, pour le transformer en liquide afin de financer son aventure. J'ai fourré le reçu dans ma poche et j'ai fini de boucler mes bagages, bougeant plus vite maintenant, poussé par quelque chose de plus froid que la colère. La colère brûle et s'estompe. Ça, c'était différent. C'était de la glace. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un bloc-notes dans le tiroir où Hélène gardait sa liste de courses et ses rappels, et j'ai griffonné un message rapide. Le bail se termine dans 30 jours. Électricité et eau coupées vendredi. Tu es seul maintenant. Bonne chance. J'ai laissé la note sur le comptoir à côté de la cafetière, là où je savais qu'elle la verrait en premier le matin. J'ai pris mes affaires et je suis sorti. Stéphane attendait près de la voiture. Il a jeté un regard à mon visage et n'a pas posé de questions. Il a juste ouvert le coffre, m'a aidé à tout charger et nous sommes partis. Alors que nous tournions sur l'avenue principale, j'ai vu la voiture d'Hélène arriver dans la direction opposée. Nos regards se sont croisés pendant une seconde à travers les pare-brises. Son visage a changé instantanément. Confusion, puis réalisation, puis panique. Elle a pilé, a essayé de faire demi-tour au milieu de la rue, mais le trafic était trop dense. Des voitures ont klaxonné. Quelqu'un a hurlé. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, essayant frénétiquement de manœuvrer, son visage déformé par le désespoir. Puis elle a disparu de ma vue. Bien. Quelle panique. Qu'elle se demande ce que j'ai pris, ce que je sais, ce que je prévois. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette chambre, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti du pouvoir. Stéphane m'a regardé alors que nous nous engagions sur le périphérique. Ça va? Ouais, ai-je dit, surpris de constater que je le pensais vraiment. Ça va. De retour chez Stéphane, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai enfin rallumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé comme un feu d'artifice. 38 appels manqués, 52 SMS, 10 messages vocaux. La plupart venaient d'Hélène, certains de Julien, quelques-uns de numéros que je ne connaissais pas, probablement ses parents ou sa sœur essayant de s'impliquer dans ce qui ne les regardait pas. J'ai ignoré les appels et les messages vocaux. Je n'étais pas prêt à entendre leur voix, pas prêt pour les larmes ou les excuses ou toute autre performance qu'ils auraient répétée. Mais les SMS, ceux-là, je devais les lire. J'avais besoin de comprendre quelle version ils essayaient de construire, quel mensonge ils s'apprêtaient à raconter à tout notre entourage. Les messages d'Hélène commençaient par la colère. « T'es où ? Réponds au téléphone. C'est ridicule. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Puis ils ont glissé vers la panique quand elle a réalisé ce que j'avais fait. Les comptes bancaires sont gelés. Tu as coupé l'électricité. Comment je suis censé payer le loyer ? C'est de l'abus financier. Abus financier. Cette expression m'a fait rire, un son amer qui m'a surpris moi-même. J'avais passé 22 ans à subvenir à ses besoins, à construire une vie pour nous, à m'assurer qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter pour l'argent. Et maintenant que j'arrêtais de financer son style de vie, maintenant que j'arrêtais de payer pour qu'elle vive confortablement pendant qu'elle détruisait notre mariage, c'était moi qui l'abusais. Puis le ton est devenu désespéré. Marc, s'il te plaît. On doit parler de ça comme des adultes. J'ai fait une erreur, mais ne jette pas 22 ans pour une seule erreur. Pense à Lucas. Pense à notre fils. Ne fais pas ça à notre famille. Notre famille. Elle continuait à utiliser ces mots comme s'ils signifiaient encore quelque chose. Comme si elle n'avait pas déjà détruit notre famille à l'instant où elle avait invité Julien dans notre lit. Les messages de Julien étaient différents, plus calculés, plus manipulateurs. Mec, je sais que tu souffres. Je le serais aussi à ta place, mais discutons-en.
On est amis depuis 20 ans. Ne laisse pas ça détruire tout ce qu'on a bâti ensemble. Puis plus agressif, tu fais une énorme erreur. Pense à la boîte. Pense à nos clients. Pense aux 15 personnes qui dépendent de nous pour vivre. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras juste parce que tu es en colère. Juste parce que je suis en colère. Comme si la colère était une réaction déraisonnable quand on trouve sa femme et son meilleur ami ensemble. Comme si j'étais censé rester calme et rationnel. Puis j'ai vu des messages de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Claire, la jeune sœur d'Hélène, a envoyé 3 SMS, Marc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Hélène est dans un état lamentable. Appelle-la. Quoi que ce soit, vous pouvez arranger ça. Vous y arrivez toujours. Mon ami Thomas de la salle de sport a écrit, et mec, j'ai cru comprendre que c'était dur. Dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Une bière quand tu veux. Même ma belle-mère, Patricia, a envoyé un message, Marc, Hélène m'a dit que vous aviez eu une dispute. Ces choses arrivent dans un mariage. Ne laisse pas la fierté empêcher le pardon. Reviens à la maison et parle-lui. Une dispute. Voilà ce qu'Hélène racontait aux gens. Pas qu'elle m'avait trompé, pas qu'elle m'avait trahi, juste qu'on avait eu une dispute. Elle contrôlait déjà le récit, jouant déjà la victime. J'avais besoin de preuves. Pas pour moi, j'en avais vu assez de mes propres yeux. Mais pour quand cela deviendrait inévitablement public, quand les gens commenceraient à prendre parti, quand Hélène essaierait de me peindre comme le méchant qui abandonne sa femme pour rien. J'avais besoin d'une documentation montrant la vérité. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à tout compiler. Relevé bancaire montrant les dépenses excessives d'Hélène ces 6 derniers mois. Facture de carte de crédit avec des frais d'hôtel parisiens où je n'avais jamais séjourné. Restaurant où je n'étais jamais allé. Un achat de bijoux il y a 3 semaines que je n'avais jamais reçu. Le reçu du prêteur sur gage pour la bague de ma grand-mère, soigneusement photographié et sauvegardé. Capture d'écran de chaque SMS, de chaque appel manqué, chaque preuve montrant la chronologie des événements. Puis j'ai fait ce que je repoussais, j'ai appelé une avocate. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message d'une personne inattendue, Sophie Morel. Elle était l'amie d'Hélène depuis l'université. Une de ces amitiés qui durent malgré les mariages, les enfants, les déménagements. J'avais toujours bien aimé Sophie. Elle était franche, ne tolérait pas les bêtises, savait voir à travers les façades. Mais elle était l'amie d'Hélène, pas la mienne, alors j'ai été surpris de voir son nom s'afficher. Son message était bref, Marc, j'ai appris ce qui s'est passé. Je pense que tu devrais savoir quelque chose. Est-ce qu'on peut se parler? C'est important. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a décroché à la première sonnerie. Marc, a dit Sophie d'une voix prudente, mesurée. Je n'étais pas sûr de devoir te contacter, mais je ne peux plus rester silencieuse. Pas après ce qu'Hélène raconte aux gens. Qu'est-ce qu'elle dit, ai-je demandé, sachant déjà que ce ne serait pas la vérité. Que tu as surréagi à un malentendu. Elle dit que tu as surpris quelque chose qui avait l'air compromettant mais qui n'était pas ce qu'il semblait. Que tu es distant et froid depuis des mois et qu'elle pense que tu fais une sorte de dépression. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Et tu m'appelles pour me dire que tu la crois. Non, a dit Sophie fermement. Je t'appelle pour te dire qu'elle ment. Marc, ce n'était pas un accident d'une seule fois. Je le sais depuis des mois. Ma main a serré le téléphone plus fort. Depuis combien de temps? Au moins 4 mois que j'en suis certaine, a répondu Sophie. Peut-être plus. Je les ai vus ensemble dans un restaurant à Versailles en février. Ils se tenaient la main, s'embrassaient, agissaient comme un couple. J'ai confronté Hélène le lendemain, et elle s'est effondrée, a tout avoué, m'a supplié de ne rien te dire. Elle disait que c'était compliqué, qu'elle était confuse dans ses sentiments, qu'elle y mettrait fin bientôt. Évidemment, elle ne l'avait pas fait. 4 mois minimum, ce qui signifiait que chaque soir tard au bureau, chaque voyage d'affaires où elle prétendait que Julien avait besoin d'aide, chaque week-end où elle disait rejoindre des amis pour un brunch, tout n'était que mensonge. Chaque fois que je l'embrassais pour lui dire au revoir le matin, chaque fois que je lui disais que je l'aimais, elle me trahissait déjà. Pourquoi me le dis-tu maintenant, ai-je demandé, la voix rauque. Parce que tu mérites de savoir la vérité, a dit Sophie. Et parce qu'Hélène m'a appelé hier pour que je me porte garante pour elle,
pour que je te dise que c'était juste une erreur d'une fois pour l'aider à te convaincre de lui pardonner. Je ne peux pas faire ça, Marc. Je ne mentirai pas pour elle. Pas sur ça. Merci, ai-je dit doucement. Merci d'être honnête. Il y a autre chose que tu dois savoir, a continué Sophie, sa voix baissant d'un ton. Julien est marié. Sa femme, Émilie, est enceinte de 7 mois de leur premier enfant. Je ne sais pas si elle est au courant de la liaison, mais elle mérite de l'être. Mon sang s'est glacé. Julien était marié, je le savais évidemment. J'étais à leur mariage il y a 5 ans, j'étais son témoin, j'avais porté un toast à leur avenir. Mais je n'avais pas pensé à Émilie dans tout ça. Je n'avais pas réalisé qu'elle était une autre victime de ce désastre. Et elle était enceinte, portant l'enfant de Julien pendant qu'ils détruisaient leur mariage. Je ne sais pas si elle sait, ai-je dit. Mais tu as raison. Elle devrait. J'ai son numéro si tu le veux, a proposé Sophie. J'ai hésité. Est-ce que je voulais être celui qui l'annonçait à Émilie? Est-ce que je voulais être responsable de la destruction de son monde comme le mien l'avait été? Envoie-le-moi, ai-je fini par dire. Parce que si quelqu'un m'avait prévenu plus tôt, avant que je ne les surprenne, j'aurais peut-être pu mieux me protéger. Ça aurait peut-être fait moins mal. 20 minutes plus tard, je fixais les coordonnées d'Émilie Mercier, essayant de trouver les mots justes pour dire à une femme enceinte que son mari la trompait avec ma femme. J'ai fixé son numéro pendant 20 minutes avant de trouver le courage d'écrire un message. Ma main tremblait légèrement. Comment annoncer ça? J'ai finalement opté pour la simplicité et la franchise. Émilie, c'est Marc Lefebvre, l'associé de Julien. Je suis désolé de te contacter ainsi, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Julien a une liaison avec ma femme, Hélène. Je les ai trouvés ensemble chez moi il y a 3 jours. J'ai pensé que tu méritais la vérité. Si tu as besoin de preuves ou si tu veux parler, je suis là. J'ai cliqué sur envoyer avant de changer d'avis, puis j'ai posé le téléphone sur la table de Stéphane et j'ai attendu. Mon cœur battait à tout rompre. Une partie de moi espérait qu'elle ne répondrait pas, que peut-être elle savait déjà. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, a écrit Émilie. Il était distant depuis des mois, travaillait tard tout le temps, prenait des appels dans l'autre pièce. Je me disais que j'étais paranoïaque, que c'était juste le stress du boulot. Merci de me l'avoir dit. J'ai besoin de voir les preuves. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais. Capture d'écran de messages trouvés sur l'iPad d'Hélène qu'elle avait oublié d'effacer. Relevé de carte de crédit montrant les frais d'hôtel et de restaurant aux dates où j'étais en déplacement. Photo du reçu du prêteur sur gage pour la bague de ma grand-mère. J'ai tout déballé. Chaque preuve que ce n'était pas un malentendu ou une erreur d'un soir. La réponse d'Émilie est arrivée 30 minutes plus tard. Je suis enceinte de 7 mois. 7 mois. Et il faisait ça tout ce temps. Ma poitrine s'est serrée en lisant ces mots. Je suis tellement désolé, Émilie. Tu ne méritais pas ça. Aucun de nous deux. Non, on ne le méritait pas, a-t-elle répondu. Mais ils ne vont pas s'en sortir comme ça. J'appelle un avocat demain matin et je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre d'homme Julien Mercier est vraiment. Le lendemain matin, Émilie m'a envoyé un autre SMS. J'ai fait quelque chose hier soir. Je pensais que tu devais le savoir. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé au bureau, a écrit Émilie. J'ai les clés parce que Julien les perd tout le temps. J'ai fouillé son bureau, son ordinateur, ses dossiers. Marc, cette liaison dure depuis au moins 6 mois. J'ai trouvé des emails, des réservations d'hôtel, tout. Ils ont utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour payer leur chambre d'hôtel. C'est de l'abus de biens sociaux. 6 mois. Encore plus long que ce que Sophie pensait. Ce qui signifiait que chaque voyage d'affaires, chaque charrette nocturne au bureau, chaque fois que Julien disait travailler sur une grosse proposition client, il était avec Hélène. J'ai pris des photos de tout, a continué Émilie. Et je les ai envoyées au conseil d'administration de votre société ce matin. Julien a volé l'entreprise pour financer sa liaison. Cela viole ses obligations fiduciaires en tant qu'associé. Ils vont devoir enquêter. Je me suis adossé à ma chaise, digérant l'information. Émilie venait d'utiliser la structure de l'entreprise comme une arme contre eux.
Si le conseil lançait une enquête et trouvait des preuves de détournement de fonds, Julien pourrait être révoqué. Il pourrait tout perdre. Merci, ai-je répondu. D'avoir fait ce que j'aurais dû penser à faire. On est ensemble là-dedans maintenant, a répliqué Émilie. Ils ont détruit nos familles. Assurons-nous qu'ils fassent face aux vraies conséquences. J'ai appelé mon avocate, Maître Vallet, et lui ai expliqué ce qu'Émilie avait trouvé. Elle est restée silencieuse un long moment. Monsieur Lefebvre, a-t-elle fini par dire d'une voix tranchante et professionnelle. Si ce qu'Émilie a trouvé est exact, votre femme et votre associé ont commis une fraude. Cela change tout. On ne parle plus seulement d'un divorce. On parle de potentielles poursuites pénales. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Richard Hoffman, le président du conseil d'administration de notre cabinet. Je connaissais Richard depuis 15 ans, je respectais son jugement. Sa voix était grave. Marc, nous devons parler des allégations qu'Émilie Mercier a portées à notre attention. Le conseil a examiné les preuves qu'elle a fournies. Je crains que ce ne soit pire que ce que nous pensions. À quel point, ai-je demandé, me préparant au pire. Julien a utilisé les cartes de la société pour payer des hôtels, des dîners et des voyages depuis au moins 8 mois, a dit Richard. On parle de 73 000 € de frais frauduleux. Il les a facturés comme des frais de représentation client, mais nous avons contacté les clients en question. Aucun d'eux n'était présent à ces endroits. 73 000 €. Julien avait volé 73 000 € à notre entreprise, à nos employés, à l'entreprise que nous avions bâtie ensemble, juste pour financer sa liaison avec ma femme. Il y a plus, a continué Richard. Hélène, en tant que directrice financière du cabinet, a approuvé chacun de ses rapports de dépenses frauduleux. Elle les a signés, a traité les remboursements et n'a jamais signalé d'anomalie. Soit elle était complice du vol, soit elle a fait preuve d'une négligence criminelle dans ses fonctions. Mes mains se sont serrées. Hélène ne s'était pas contentée de me tromper. Elle avait aidé Julien à voler notre entreprise, l'avait aidé à couvrir ses traces, avait aidé à détruire tout ce pour quoi nous avions travaillé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Le conseil se réunit demain matin, a dit Richard. Nous allons voter la révocation de Julien de ses fonctions d'associé et transmettre le dossier au procureur de la République. Nous allons également licencier Hélène avec effet immédiat. Je suis désolé, Marc. Je sais que c'est ta femme, mais nous ne pouvons pas ignorer un détournement de cette ampleur. Ce n'est plus ma femme, ai-je dit calmement. Faites ce qui doit être fait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Lucas. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman m'a appelé en pleurant. Elle dit qu'elle a perdu son travail. Elle dit que tu essaies de la détruire. C'est vrai? J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et j'ai appelé mon fils. Il était temps qu'il sache. Lucas, ai-je dit quand il a décroché. Je dois te dire quelque chose et ça va être dur à entendre. Papa, tu me fais peur, a répondu Lucas, sa voix tremblant légèrement. Ta mère a eu une liaison avec Julien, ai-je dit, les mots sortant plats et sans émotion. Je les ai trouvés ensemble il y a 3 jours dans notre chambre. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts financiers. Et maintenant, on a découvert que Julien volait l'entreprise et que ta mère l'aidait à le cacher. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu Lucas prendre une respiration saccadée. L'oncle Julien, a dit Lucas finalement, la voix brisée. Mon parrain. Oui, ai-je dit. Et maman savait. Elle l'a aidé. Oui. Un autre long silence. Puis Lucas a reparlé, sa voix plus dure, plus froide. J'ai besoin de temps pour digérer ça, papa. Mais je te crois. Maman agissait bizarrement depuis des mois. Je pensais que c'était le stress du boulot, mais maintenant tout s'éclaire. Prends tout le temps qu'il te faut, ai-je dit. Je suis là quand tu seras prêt à parler. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le salon de Stéphane à fixer le mur. Mon fils connaissait la vérité. Mon associé était sur le point de tout perdre. Ma femme allait faire face à des poursuites pénales. La réunion du conseil a eu lieu un jeudi matin. Je n'ai pas été invité à y assister, ce qui était probablement préférable. J'aurais dit des choses regrettables. Au lieu de cela, j'ai attendu l'appel de Richard. Il m'a appelé à 11h30. Sa voix était sombre mais ferme. Marc,
le Conseil a voté à l'unanimité la révocation de Julien Mercier avec effet immédiat. Il a été retiré de tous les comptes de la société, ses accès ont été supprimés et il a été escorté hors du bâtiment. Nous saisissons également le procureur pour abus de biens sociaux. J'ai relâché une respiration que je ne savais pas tenir. Et Hélène? Son licenciement a été notifié ce matin, a dit Richard. Nous avons également déposé une plainte au civil contre deux pour récupérer les fonds détournés. Nos avocats pensent que le dossier est solide. Merci, Richard, ai-je dit doucement. D'avoir géré ça de la bonne manière. Tu as bâti cette boîte, Marc, a répondu Richard. Toi et ton intégrité. On ne va pas laisser deux personnes détruire ce que tu as mis tant de temps à créer. L'après-midi même, j'ai rencontré mon avocate, Maître Vallet, dans son cabinet du 8e arrondissement. Elle avait des nouvelles. L'avocat d'Hélène m'a contacté ce matin, a dit Patricia en faisant glisser un dossier sur son bureau. Elle veut négocier un accord. Elle propose de signer les papiers du divorce sans rien contester si vous acceptez de ne pas porter plainte au pénal. Non, ai-je dit immédiatement. Elle n'achètera pas son impunité. Maître Vallet a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Je m'en doutais. Voici ce que je recommande. On continue la procédure de divorce. On laisse l'entreprise poursuivre son action au civil et on laisse le procureur décider des suites pénales. Toi, concentre-toi sur la reconstruction de ta vie. Et pour la bague, ai-je demandé. La bague de ma grand-mère. Patricia a sorti un autre document. J'ai déjà contacté le crédit municipal. Ils l'ont toujours. Le délai de rachat n'est pas expiré. Je peux envoyer quelqu'un la récupérer aujourd'hui si tu veux. Oui, ai-je dit. Je la veux. 2 jours plus tard, j'étais assis dans ce même bureau de prêt sur gage, tenant le saphir de ma grand-mère dans ma main. Le bijoutier l'avait nettoyé, et il étincelait sous les néons comme s'il n'avait jamais été trahi et vendu pour 450 €. Vous avez de la chance, a dit l'employé. Une semaine de plus et elle était mise aux enchères. Chanceux. J'ai failli rire. Mais en sortant avec la bague en sécurité dans ma poche, j'ai réalisé que j'avais peut-être effectivement de la chance. De l'avoir découvert maintenant. D'avoir des amis comme Stéphane qui m'ont hébergé sans poser de questions. D'avoir un fils qui me croyait. D'avoir échappé à un mariage bâti sur des mensonges. Ce soir-là, Émilie Mercier m'a appelé. Je voulais que tu saches, a-t-elle dit, sa voix plus forte qu'auparavant. Julien est passé à la maison aujourd'hui pour prendre ses affaires. Il a essayé de s'excuser, d'expliquer. Je lui ai dit que la seule chose que je voulais de lui, c'était le divorce et une pension alimentaire. Il ne fera pas partie de la vie de ce bébé. Pas après ce qu'il a fait. Je suis désolé, Émilie, ai-je dit. Toi et ton bébé méritez mieux. Toi aussi, a-t-elle répondu. Mais on va s'en sortir, Marc. On est tous les deux plus forts qu'ils ne le pensaient. Elle avait raison. J'étais déjà plus fort qu'une semaine auparavant. Plus lucide, plus concentré. Et pour la première fois, j'avais l'impression que j'allais survivre. 4 mois plus tard, je me tenais dans le salon vide de mon nouvel appartement dans le 17e arrondissement. C'était plus petit que la maison partagée avec Hélène, mais c'était à moi. Chaque meuble, chaque assiette, chaque serviette avait été choisie par moi, pour moi. Pas de compromis, pas de décision partagée, juste mon espace, mes règles, ma vie. Lucas est passé cet après-midi-là pour m'aider à déballer les derniers cartons. Il était resté avec moi les week-ends, revenant de Lyon dès qu'il le pouvait. Notre relation était devenue plus forte d'une manière inattendue. Le divorce l'avait blessé, je le savais, mais cela lui avait aussi montré que parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner des personnes qui ne vous estiment pas. Papa, tu veux ça où? A demandé Lucas en tenant une photo encadrée de nous deux lors de sa remise de diplôme. Sur l'étagère, ai-je dit. Bien au centre. Lucas l'a posée avec soin puis a reculé pour regarder. Tu as eu des nouvelles de maman récemment? Non, ai-je dit. Et toi? Elle appelle parfois, a admis Lucas. Elle essaie d'expliquer, de justifier ce qu'elle a fait. Je n'ai pas vraiment envie de l'entendre. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. C'est juste, ai-je répondu. Tu ne lui dois pas le pardon simplement parce qu'elle est ta mère. Le divorce avait été finalisé il y a 2 semaines.
Hélène avait fini par signer les papiers sans rien contester, probablement parce que son avocat lui avait dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle était repartie avec presque rien. Pas de prestations compensatoires, pas de part dans l'entreprise, aucun droit sur mes actifs propres. Le contrat de mariage que nous avions signé il y a 22 ans m'avait protégé, et son infidélité ainsi que ses fautes professionnelles avaient balayé toute réclamation possible. Pour Julien, c'était encore pire. Le procureur avait engagé des poursuites pour abus de biens sociaux et fraude. Il risquait jusqu'à 5 ans de prison. Émilie avait obtenu le divorce et la garde exclusive de leur fille, née il y a 6 semaines. J'avais envoyé des fleurs à Émilie à la maternité avec une carte disant simplement « Félicitations. Tu vas être une mère incroyable ». L'entreprise prospérait sans eux. J'avais pris un nouvel associé, quelqu'un que je connaissais professionnellement depuis des années. Nous signions de nouveaux clients, nous nous développions à Bordeaux et à Nantes, bâtissant quelque chose de plus solide encore. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Stéphane, dîner ce soir. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. J'ai souri. Stéphane essayait plus ou moins subtilement de me caser avec différentes femmes depuis un mois. Je n'étais pas prêt, pas encore, mais j'appréciais l'intention. Bien sûr, ai-je répondu, mais pas de promesse. J'ai regardé autour de moi, ce nouvel appartement, cette vie que je reconstruisais de zéro. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ce n'était pas l'avenir que j'imaginais quand j'avais fait créer cette bague en saphir pour Hélène, mais c'était la mienne. C'était honnête, et c'était bien. Lucas a posé sa main sur mon épaule. « Ça va, papa ?» « Oui, ai-je dit, et je le pensais. »« Ça va. » J'avais appris quelque chose d'important ces 4 derniers mois, la trahison n'est pas obligée de vous détruire. Elle peut révéler qui vous êtes vraiment, de quoi vous êtes fait. Et parfois, tout perdre est la première étape pour se retrouver. La bague reposait désormais dans un coffre à la banque, attendant la bonne personne. Quelqu'un qui la chérirait comme ma grand-mère l'avait fait. Quelqu'un qui valoriserait la loyauté, l'honnêteté et l'amour. Quelqu'un qui la mériterait. Cette personne n'était pas Hélène. Mais un jour, quand je serai prêt, cette personne croiserait ma route, et je serai prêt pour elle.